Nous devons par ailleurs revisiter la définition même des agences de presse. La profession nous réclame de longue date. Et nous travaillons actuellement au nouveau formatage de l'ordonnance de 1945. Il me semble indispensable à l'heure où les médias, le photojournalisme connaissent l'imitation de l'OCE. L'article 20 de la loi création d'Internet, introduit par amendement gouvernemental, après une large concertation avec la profession, prévoit qu'au terme d'un délai de 2 ans, un décret fixera les conditions de détermination du salaire minimum dû aux fournisseurs occasionnels de photographie. La question de la rémunération des photographes pigistes est centrale. Trop peu d'organisations professionnelles ont engagé cette concertation. La loi doit être appliquée dans son ensemble. Je m'y opposerai en réunissant dès l'automne l'ensemble des partenaires. D'autres sujets sensibles et complexes ne peuvent être traités que par un dialogue continu entre tous les partenaires. Je souhaite que de telles pratiques s'instaurent pour prendre en compte des environnements professionnels de plus en plus diversifiés et en permanente évolution. Si les partenaires souhaitent que l'État organise des procédures de discussion, voire de médiation, il le fera. Je propose donc qu'à l'automne, autour de la mission de photographie, et animée par elle, ainsi que la Direction générale des médias, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, la liste des chantiers à définir en priorité puisse être définie, ainsi que les modalités de la conduite. Plusieurs de ces chantiers, quant aux techniques sociales et juridiques, feront l'objet de groupes de travail. Il en est ainsi de la définition des règles simples permettant aux photojournalistes de cumuler des activités de plus en plus variées en bénéficiant d'une même protection sociale que la plupart des acteurs économiques de notre pays. C'est ce dont je parlais tout à l'heure et j'en parle de vous. Sans doute aussi conviendrait-il en matière de cession de droits, les pratiques soient mieux encadrées, plus claires, tant d'ailleurs du point de vue des photographes que de celui de leurs employeurs ou de leurs clients. Les professionnels ont largement fait part de la dégradation des relations contractuelles, notamment entre photographes et agences. Je souhaite éviter que la profession s'aventure dans la base d'une trop grande judiciarisation des rapports entre photographes et employeurs. Il serait utile de clarifier les sources de contentieux, de s'interroger sur les manières de les résoudre, avant qu'elles n'entraînent des blocages définitifs, préjudiciables aussi bien aux photojournalistes qu'à leurs employeurs et qu'au public en définitive. Et puisque j'évoque les conditions d'exercice du métier de photojournaliste, je me dois évidemment de mentionner les risques physiques auxquels beaucoup d'entre eux sont exposés, notamment lorsqu'ils se rendent dans des zones périlleuses, dans des zones de conflit. J'ai parlé tout à l'heure d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier, retenus en Afghanistan. Ils en offrent malheureusement l'exemple éloquent. Dans le cadre des débats qui ont précédé le vote de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, j'ai été personnellement attentif à ce que les journalistes soient écartés de la disposition permettant à l'État de demander le remboursement de toute ou partie des dépenses de secours à l'étranger, engagées au bénéfice de personnes s'étant exposées à des risques qu'ils ne pouvaient ignorer. Le texte exclut expressément les personnes qui ont pris de tels risques dans l'exercice de leur profession. Et le ministre des Affaires étrangères, en renfort, a été extrêmement clair à ce sujet. Jamais nous ne lèserons les journalistes qui font leur métier et qui prennent donc des risques inhérents à leur profession. Se pose également la question des coûts de la protection sociale auxquels les journalistes sont aujourd'hui confrontés lorsqu'ils partent en reportage dans des zones périlleuses, qu'ils soient missionnés ou non. Ces coûts sont devenus extrêmement importants. Une couverture individuelle sur une base forfaitaire hebdomadaire s'échelonne aujourd'hui de 300 €
euros en Israël à 1400 euros en Afghanistan, sans compter le prix des services du fixeur local indispensable pour se repérer, traduire, circuler sur place. L'ensemble de ces taux varie en fonction de la stabilité politique des zones de conflit concernées. Mais, étant donné l'état du monde, on peut penser qu'aucune diminution et au contraire n'est à attendre. Le coût de cette insécurité croissante des journalistes, couvrant les événements dans les zones de conflit, pose la question d'une couverture sociale adéquate, particulièrement pour des journalistes non salariés, les jeunes diplômés, qui la plupart du temps ne sont pas mandatés par les médias. En effet, pour ceux-ci, le rapport coût du risque et paiement du reportage confine aujourd'hui très souvent à l'absurde. Nous ne devons pas ajouter l'insécurité sociale à l'instabilité du monde. Il en va du droit à l'information, il en va aussi de la liberté d'action de ceux qui veulent avoir la vérité du monde. La vérité du monde, selon la formule de Jean-Luc Godard. La mobilisation du ministère de la Culture et de la Communication sur cette question, d'ores et déjà, n'a pas été vaine. De nouvelles polices d'assurance, conçues avec et pour les professionnels du reportage, sont présentées ici même à Perpignan, suite au contact engagé par mon ministère dès 2009. Comme plusieurs associations de journalistes professionnels le souhaitaient, la tarification a été adaptée aux conditions d'exercice parfois précaires des pigistes. Les conditions d'accès à cette couverture essentielle ont été facilitées et étendues. Ces évolutions correspondent enfin aux préconisations de la mission parlementaire confiée à Pierre Lelouch et François Hollande sur les statuts des journalistes et correspondants de guerre en cas de conflit, déposés à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale dès 2004. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Les œuvres orphelines et les droits réservés. J'ai déjà eu à Arles l'occasion d'indiquer mon intérêt pour la proposition de loi déposée au Sénat par mesdames les sénatrices Blandin et Pascal à propos des œuvres visuelles dites orphelines, publiées sous la mention droit réservé. On sait tous les abus qui ont eu lieu sous cette mention droit réservé. Je partage la philosophie qui sous-tend la mise en place d'un système de gestion collective des droits réservés. Je confirme mon souhait d'une approche législative précisant le code de la propriété intellectuelle sur ces sujets. Cette proposition de loi est néanmoins perfectible encore sur plusieurs points. La définition des œuvres orphelines proposée par le texte va par exemple au-delà de la définition donnée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en avril 2008. Les questions se posent, par ailleurs, sur la charge, les conditions de la recherche du titulaire des droits, ou encore sur les conditions dans lesquelles cette gestion collective peut être assurée. C'est pourquoi il est indispensable qu'une concertation soit menée à ce sujet, autour du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Conseil dont l'utilité est évidente, mais à qui on n'a pas forcément donné jusqu'à maintenant les moyens, la visibilité dont il a besoin. Je vais donc saisir sans attendre la future présidente de ce Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui va être nommée dans les prochains jours, afin que le Conseil poursuive les travaux qui avaient conduit à cette première recommandation en 2008 et qui n'ont pas été suivis d'effet. La contribution du Conseil devrait par ailleurs nous assurer que la solution proposée n'entraînera pas d'effet pervers ou ne sera pas contournée au préjudice des photographes et de l'ensemble du secteur. Ce travail sera conduit dans le courant d'automne. Cette réflexion sera à l'ordre du jour dès mercredi, une table ronde organisée par le ministère de la Culture et de la Communication avec le concours du festival Mise à ton image, pour laquelle je tiens à remercier également Jean-François